Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Mais en attendant, vous le savez, place à l'énigme du jour, qui est consacrée cette fois à un personnage historique. Vous le savez, c'est à vous de jouer en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, un indice général. Charles Varlet, sieur de la Grange. Premier indice, le nom sous lequel je suis né n'apparaît sur aucune affiche de mes pièces. Quel est donc ce nom ? Deuxième indice, avant de me consacrer à l'écriture théâtrale, mon destin semblait tout tracé. Suivre les pas de mon père et embrasser une carrière prestigieuse au service de la couronne. Quelle est cette fonction que l'on appelle charge ? Troisième indice, mon ascension fut soutenue par un puissant protecteur. Quel roi fit de moi son favori et appuya mon art ? Et enfin, dernier indice, je suis mort peu après avoir foulé une dernière fois les planches. Quel personnage ai-je joué ce soir-là ? Réponse dans quelques minutes. En attendant, place à la chronique du jour qui est consacrée au refuge du Tigre. C'est à Saint-Vincent-sur-Jard, sur la côte vendéenne, que je vous emmène afin de découvrir un lieu chargé d'histoire et d'intimité. La maison de Georges Clemenceau, celle où l'homme d'État passa une partie des 9 dernières années de sa vie. Nous sommes en 1920. Le Tigre, comme on le surnomme, auréolé de la victoire après la signature du traité de Versailles, quitte la vie politique. Il a alors 78 ans. Il cherche un refuge loin de Paris pour y passer ses vacances de printemps et d'été. En août 1920, il s'installe donc dans une petite longère vendéenne tournée vers l'océan. Une maison modeste qu'il surnomme son château horizontal ou sa bicoque. Clemenceau la loue pour une somme symbolique qui sera redistribuée aux pauvres de la commune, refusant qu'elle lui soit offerte par son propriétaire, le commandant Amédée Luce de Trémont. Ici, sur la dune, il retrouve la mer de son enfance et une atmosphère de liberté. Très vite, il fait transformer les lieux. Il ajoute un salon d'été, un petit kiosque surnommé le Trianon de Bruyères, un garage, installe l'eau courante, des toilettes, une sonnette pour les domestiques et même l'électricité en 1926. Il souhaite du confort, certes, mais sans luxe ostentatoire. Ce qui l'inspire surtout, c'est le jardin. Clemenceau crée un véritable tableau vivant. Une terrasse fleurie, des massifs sauvages, des couleurs qu'il laisse libres, sans géométrie. Un jardin, selon lui, sans plate-bande, sans corbeille, sans massif, sans bosquet, sans allée. Un jardin en hommage à son ami Claude Monet, qui viendra d'ailleurs lui rendre visite. « Je vis parmi les fleurs, mais avec la mer comme fond de tableau », écrit-il. Tout est dit. Son bureau-chambre, face à l'océan, est le cœur de sa retraite. Assis dans son fauteuil, en osier, il y écrit ses derniers ouvrages. Des essais philosophiques, un livre historique et même une biographie consacrée à qui ? À son ami impressionniste. Mais il médite aussi et contemple le va-et-vient des vagues. On devine à quel point ce lieu a été son refuge. Depuis sa mort, en 1929, la maison est restée presque exactement telle qu'il l'a laissée. On y retrouve ses meubles, ses trophées de voyage, une collection d'art asiatique et sa bibliothèque de plus de 1500 ouvrages. L'État achète les lieux au début des années 1930 et les ouvre progressivement au public. Depuis 1970, la maison est classée monument historique et porte aujourd'hui le label Maison des Illustres. Visiter cette maison, c'est donc entrer dans l'intimité de l'un des hommes politiques les plus marquants, les plus influents de la Troisième République. Allez-y, vous y verrez le dernier paysage que Clemenceau a choisi pour accompagner les dernières années de sa vie. Un paysage qui vaut le détour, je vous l'assure. On en revient à notre énigme du jour. Il s'agit bien entendu de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous son nom de scène, Molière. Lagrange était l'un de ses comédiens, son fidèle ami, connu pour avoir conservé la mémoire de toute sa carrière. Avant de devenir dramaturge, Molière était destiné à exercer, à la suite de son père donc, la charge très prestigieuse de tapissier valet de chambre du roi. Mais il abandonna donc cet héritage familial pour le théâtre. Soutenu par Louis XIV, qui devint son mécène et protecteur, Molière connut la gloire, mais aussi les controverses. Ironie tragique, il mourut en 1673, peu après une représentation du Malade imaginaire où il tenait le rôle d'Argan. La prochaine chronique sera consacrée à l'histoire du logis de la Chaboterie, haut lieu de l'histoire vendéenne, et pas que. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.